Le drama commence lorsque Kianyu se réveille avec sa mère au-dessus d'elle, en train de lui réclamer l'argent qu'elle avait caché. Elles sont noyées dans les dettes. Les créanciers les pressent et toute opportunité de récupérer du liquide devient de l'or pur. Ce même jour, on annonce une compétition de natation en mer. Le gagnant remporte un prix de plusieurs milliers de dollars. Pour Kianyu, c'est la seule façon rapide d'aider à la maison. Alors elle s'inscrit sans hésiter. En chemin vers la plage, elle s'arrête devant une boutique où est exposé un piano. Cet instrument est le dernier souvenir qu'elle a de sa mère décédée, et le voir en vente la bouleverse. L'enseigne indique qu'il est déjà réservé, mais Kianyu, avec une confiance absolue, dit au propriétaire que ce même jour elle gagnera la course et reviendra le lui acheter. Elle lui demande, s'il vous plaît, de ne pas le vendre. Lors de la compétition, elle rencontre, de la façon la plus chaotique possible, Chan Junhao. Il arrive sur un luxueux bateau pour vérifier personnellement certaines affaires près de l'île. Par inadvertance, son embarcation heurte un rocher et il tombe à l'eau. Au même moment, Kianyu est en tête de la course, mais elle le voit en train de couler et, sans réfléchir, abandonne l'épreuve pour le sauver. Elle parvient à le sortir de la mer, mais Junhao ne respire pas. Kianyu lui fait une RCP maladroite, soufflant de toutes ses forces. Lorsqu'il réagit enfin, son premier commentaire n'est pas un remerciement, mais une plainte à cause de l'odeur de sa sauveteuse. Elle se vexe aussitôt. Elle a laissé filer le prix, a failli se noyer avec lui et, en plus, il se moque d'elle. Par-dessus le marché, elle a l'impression qu'on lui a volé quelque chose de très intime, son premier baiser, même s'il ne s'agissait en réalité que d'une RCP. Furieuse, elle lui présente la facture. Elle lui réclame l'argent du prix qu'elle a perdu en abandonnant la course, la RCP, et la valeur sentimentale de ce baiser, en additionnant le tout pour arriver à une somme absurde. Junhao, qui a en plus perdu son téléphone dans l'accident, n'a aucun moyen de la payer sur le moment. Kianyu ne croit pas une seconde à son histoire, est persuadé que c'est un menteur, l'oblige à lui donner ses coordonnées sur un papier pour qu'il assume sa responsabilité plus tard. Quand elle essaie de le contacter, c'est son assistant, Dawei, qui répond et raccroche aussitôt, pensant qu'il s'agit d'un appel important. Kianyu est convaincu qu'on l'a escroqué. Ni prix, ni argent, ni piano. Juste de la rage accumulée. Pendant ce temps, on nous montre plus calmement le monde de Chan Junhao. Il est l'héritier du groupe Sanwell, un gigantesque consortium hôtelier. Il est fiancé à Fan Yuni, une femme éduquée qui est à ses côtés depuis des années. Mais leur relation repose davantage sur des accords familiaux et des attentes que sur une véritable passion. Le projet du moment consiste à démolir le petit hôtel du père de Kianyu sur l'île, un lieu vétuste, constamment déficitaire, mais rempli de souvenirs et d'affection pour les habitants du village. Pour Junhao et les actionnaires, ce n'est qu'un bâtiment obsolète qui gêne leur plan. Pour Tang Shenming, le père de Kianyu, c'est la maison qu'il a bâtie au prix de nombreux sacrifices. La pression sur Tang Shenming devient si forte que, désespéré, il va jusqu'à tenter de se faire du mal devant tout le monde pour arrêter la démolition. Junhao, habitué à voir les problèmes comme des chiffres dans un rapport, ne comprend pas totalement ce désespoir, mais l'incident reste gravé dans sa mémoire. Au même moment, Taichu fait son entrée en scène, un riche héritier au bon cœur, membre du conseil de Sanwell. À la différence de Junhao, Taichu se mélange aux gens du village, mange avec eux, écoute leurs histoires et s'intéresse sincèrement à l'hôtel et à Kianyu. Dès le début, son attitude chaleureuse en fait un contraste saisissant avec le caractère rigide de Junhao. Pendant que Kianyu se creuse la tête pour savoir comment sauver l'hôtel, en ville Junhao prépare son mariage avec Yuni. Il prévoit de lui demander sa main dans une montgolfière, avec une bague coûteuse et tout un décor romantique. Pour lui, c'est une étape logique dans la vie qu'il a construite. Pendant la promenade en montgolfière, Junhao offre la bague à Yuni avec un discours sur le véritable amour. Juste au moment où il va la glisser à son doigt, une rafale de vent déstabilise la nacelle. La bague lui échappe des mains et disparaît dans la mer. La situation se complique encore lorsque le ballon commence à descendre dangereusement vers la zone de la plage où vit Kianyu. L'atterrissage forcé se termine près du village. Yuni et Junhao survivent, mais la bague semble perdue pour toujours. Plus tard, en marchant sur le sable, Kianyu trouve une bague brillante enterrée près de ses pieds. Elle la passe à son doigt presque par curiosité et découvre qu'elle lui va parfaitement. Sans savoir qu'il s'agit de la bague de fiançailles de Junhao, elle a l'impression que la chance commence peut-être à tourner en sa faveur. Lorsqu'ils se croisent à nouveau, Kianyu reconnaît Junhao, l'homme de la RCP, le débiteur qui ne l'a pas payé. Il essaie de s'expliquer, présente des excuses à moitié. Mais tout se déséquilibre quand Kianyu découvre que le mariage qu'il prépare est lié au même groupe qui veut démolir l'hôtel de son père.
Entre malentendus. Quelqu'un achète le piano que Qianyu désirait tant et le renvoie à la boutique comme cadeau anonyme. Elle croit que c'est Taichu, puisqu'il savait à quel point cet instrument comptait pour elle. En réalité, derrière ce geste se cache la culpabilité de Junao, qui commence à s'attendrir en voyant les larmes sincères de Qianyu lorsqu'elle croit avoir perdu le piano pour toujours. Le jour du mariage de Junao et Yuni arrive. Tout est prêt, invités, salle, costumes, photographes. En route vers le lieu de la cérémonie, Junao conduit jusqu'à une zone isolée pour récupérer la bague de remplacement. Sans qu'il le sache, Tang Shunming, désespéré, le suit en voiture, convaincu que si Junao disparaît, Sangwell abandonnera peut-être la démolition de l'hôtel. À un moment critique, la voiture de Tang fonce sur celle de Junao. Pour éviter une tragédie plus grande, Junao manœuvre brusquement, mais un camion arrive en sens inverse. Il tente de l'esquiver, perd le contrôle et sa voiture plonge dans la mer. Depuis la côte, des témoins voient le véhicule couler. La nouvelle se répand vite. La voiture du futur PDG est tombée à l'eau. Dans la salle, le mariage est officiellement annulé sous prétexte d'une grave maladie dans la famille. Peu de gens connaissent la vérité sur l'accident. La famille et l'entreprise s'activent pour contrôler l'information, tandis que les équipes de secours passent la mer au peigne fin sans retrouver le disparu. En parallèle, cette même nuit, Qianyu conduit sur une route isolée lorsqu'un homme chancelant se jette soudain devant sa voiture. Elle freine brusquement. Il s'effondre au sol, inconscient, la tête en sang. Lorsqu'on le ramène à la maison, il découvre que cet homme est Shang Junao, mais sans souvenir. À son réveil, il ne sait pas qui il est, d'où il vient ni ce qu'il faisait là. Il voit le papier où il avait lui-même écrit ces informations quelque temps auparavant, mais son esprit vide le pousse à garder le nom qu'il parvient à déchiffrer, Tang Gao. Pour Qianyu et sa famille, c'est comme si le ciel leur avait envoyé une étrange opportunité. L'homme qui leur doit de l'argent est désormais un parfait inconnu qui ne sait qu'une chose, qu'il leur doit quelque chose. La mère de Qianyu décide de l'héberger par pitié, mais aussi par nécessité. Lui, reconnaissant et perdu, accepte de faire n'importe quel travail pour rembourser sa dette. Ainsi, le redoutable directeur général de Sangwell devient un assistant maladroit dans la petite boutique du village, sans costume de luxe ni chauffeur, seulement avec un nouveau nom, Tang Gao. Avec la mémoire effacée, Tang Gao montre une personnalité très différente. À la place du Seuil froid, apparaît un homme simple, travailleur et étonnamment tendre. Il range la boutique, répare des choses, sert les clients, cuisine ce qu'il peut. Son caractère perfectionniste demeure, mais il se mélange avec la chaleur qu'il apprend en vivant avec Qianyu et sa famille. Pour régler la dette, il se propose d'accepter un travail à l'étranger. Sans le savoir, cet emploi en Indonésie est un piège de traite de main-d'œuvre. La mère de Qianyu, aveuglée par l'urgence économique, est à deux doigts de le laisser partir. Quand elle voit aux informations que cette agence de travail est liée à un réseau dangereux, Qianyu se précipite vers le quai, boitant à cause d'une blessure antérieure à la cheville, et le rattrape au moment où il monte sur le bateau. Il n'y a pas assez de gilets de sauvetage. Le bateau démarre déjà et personne ne veut l'arrêter. Tang Gao, déconcerté par les cris de Qianyu, saute à la mer sans savoir nager, dans un élan irrationnel. Elle se jette à sa suite, le sauve pour la deuxième fois et, de nouveau, lui fait une RCP. Cette scène remet sur la table le thème du premier baiser. Pour elle, c'est encore un sujet sensible. Pour lui, un mélange étrange entre honte et gratitude. Cette fois, pourtant, au lieu de se moquer, il reste marqué par la peur réelle de Qianyu de le perdre. Au fil de ces jours, la relation entre eux se resserre. Ils partagent des livraisons à faire ensemble, une chute commune dans un trou de la forêt qui les oblige à passer la nuit coincés, des rires nerveux parmi des dauphins qui apparaissent à l'aube et des étreintes nées comme réconfort et qui paraissent de plus en plus naturelles. Dans ces petites scènes, Tang Gao, sans se souvenir de sa vie passée, en crée une nouvelle aux côtés de Qianyu. Mais le temps ne s'arrête pas. Le conflit autour de l'hôtel est toujours là, comme un nuage sombre au-dessus du village. Sangwell insiste pour démolir l'hôtel de l'île afin d'y construire un complexe moderne. Monsieur Tang Shunming est au bord de l'effondrement et le village se divise entre ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui veulent conserver leur foyer. Taichu, qui a appris à connaître les gens de l'île, essaie d'aider avec des propositions plus équilibrées. Mais l'entreprise veut des résultats rapides. Au milieu de cette tension, surgit la légende du dauphin blanc, une espèce protégée qui, d'après les pêcheurs, apparaissait autrefois près de l'île. S'il est prouvé qu'il habite encore cette zone, la construction serait bloquée par la loi. Qianyu, Taichu et Tang Gao s'organisent pour chercher des preuves. Ils préparent des plongées, des caméras, des sorties en bateau et de nombreuses discussions.
Tang Gao n'est pas un grand nageur, mais avec une combinaison de plongée, il arrive à suivre. Lors de l'une de ses expéditions, un accident survient. Une corde se détache, il tombe dans un trou, se cogne la tête et se retrouve blessé. Avant de perdre ses forces, il insiste pour que Qianyu apporte les preuves du dauphin aux autorités avant qu'il ne soit trop tard. Elle arrive à temps au lieu de la réunion, se plante devant les hauts dirigeants de Sanwell et, avec les photos et les vidéos en main, énumère les lois qui protègent l'espèce. S'ils démolissent ne serait-ce qu'une pierre de l'autel, ils devront répondre devant le gouvernement. Ce coup de maître arrête la démolition et, pour la première fois, le petit hôtel et le village obtiennent un vrai répit. Pour Qianyu, Tang Gao n'est plus seulement un invité amnésique ni un débiteur. C'est l'homme qui est resté à ses côtés dans les pires décisions et qui a parié sur son foyer même sans savoir qui il était avant. Après l'incident du trou et les coups à la tête, les souvenirs de Shang Junhao commencent à bouger en lui. Ils ne reviennent pas d'un seul coup, mais par flash. Des images du bâtiment de Sanwell, de Yunyi, de sa mère, de costumes, de réunions et de dossiers. Ces éclairs le perturbent. Par un concours de circonstances, Qianyu finit par voyager en ville et par entrer au groupe Sanwell, d'abord dans un hôtel de la chaîne, puis comme membre du personnel de soutien. Elle veut apprendre à gérer un établissement hôtelier pour renforcer celui de l'île, sans savoir qu'elle se glisse au cœur même de l'empire qui a failli détruire sa maison. Dans l'hôtel en ville, Qianyu subit le harcèlement d'un journaliste important qui se croit tout permis. Elle se défend comme elle peut et finit par le gifler. Le scandale est énorme. L'homme menace de poursuivre Sanwell pour mauvais traitement du client. L'entreprise tente de forcer Qianyu à s'excuser, mais Shang Junhao, qui a déjà repris une partie de son rôle de CEO, décide de voir de ses propres yeux ce qui se passe. Qianyu, anticipant le désastre, a tout filmé en secret. Quand Junhao la confronte, elle lui montre la vidéo du harcèlement. Lui, qui n'a pas encore entièrement recollé ses souvenirs de sa vie comme Tang Gao, ressent un mélange étrange de déjà-vu et de colère authentique en la voyant humiliée. Il convoque une conférence de presse, projette l'enregistrement devant tout le monde et précise que Sanwell ne tolère pas ce genre de comportement. La réputation de l'hôtel grimpe et Qianyu devient, malgré elle, un élément clé d'un changement d'image. Pendant ce temps, la famille de Junhao et le conseil d'administration continuent de se déchirer pour les actions, les projets et l'héritage de leurs parents. Au milieu se trouve Shu Ziqian, ami d'enfance de Yunyi, ainsi que Zhan Mingan, un cadre aux ambitions propres. Le passé sombre de monsieur ou l'homme lié à la mort des parents de Ziqian et un ancien accident sur un bateau piégé à la bombe se dévoilent peu à peu. Avec les allers-retours entre la ville et le village, la relation entre Junhao et Qianyu devient de plus en plus complexe. Lui se souvient déjà suffisamment pour savoir qu'il fut un Soyo distant, qu'il a failli épouser Yunyi et que l'entreprise a causé beaucoup de dégâts. Dans le même temps, il ne peut effacer les sentiments sincères qu'il a développés en tant que Tang Gao, travaillant dans la boutique et vivant dans la maison de Qianyu. Elle, de son côté, est déchirée entre le souvenir chaleureux de Tang Gao et la réalité froide de Shang Junhao, qui semble exister à un niveau très différent du sien. La bague qu'elle a trouvée sur la plage, l'ancienne bague de fiançailles de Junhao et Yunyi, reste coincée à son doigt sans qu'elle puisse l'enlever, comme si le destin s'obstinait à lui rappeler que son histoire est liée à la sienne. Yunyi voit comment, petit à petit, l'homme qu'elle aimait s'éloigne émotionnellement. Bien qu'il tente de remplir ce qu'il considère comme son devoir, son cœur penche déjà vers Qianyu. Cette tension explose en soirée, scène de jalousie, photos divulguées à la presse et affrontements entre familles. Au milieu de l'une de ces crises, Qianyu choisit de prendre ses distances. Elle sent que se rapprocher davantage de Junhao ne fera que blesser Yunyi, l'entreprise et tout le monde. En parallèle, Tai Chu continue de soutenir Qianyu en silence. Il est amoureux d'elle, rêve de voyager ensemble à travers le monde et envisage même de partir à l'étranger avec elle pour qu'elle commence une nouvelle vie loin des embrouilles de Sanwell. Qianyu l'apprécie profondément, mais son cœur ne parvient pas à se libérer entièrement. Une partie d'elle reste ancrée à Tang Gao, l'homme qu'elle a connu au village. Alors que les sentiments s'en mêlent, la situation s'aggrave à l'intérieur de Sanwell. On découvre que Wu, rancunier à cause de la mort suspecte de ses parents et de la vente forcée de leurs actions, prévoit de vendre la société aux concurrents Marv et de s'enfuir du pays avec tout l'argent. Il dispose d'enregistrements, de contrats et de gens dangereux derrière lui. Junhao découvre le plan et tente un coup très risqué. Le jour de l'échange, un groupe de voyous se réunit avec Wu dans un club privé pour conclure l'accord, et il confisque tous les téléphones pour que personne ne puisse appeler à l'aide. Qianyu, qui a réussi à s'infiltrer déguisée en livreuse de pizza, entre avec une boîte à la main. Elle profite d'un moment d'inattention, frappe l'arme du chef de Marv et la lance vers Junhao. Il la rattrape et pointe les mafieux,
Mais un autre garde retient Qianyu par derrière. Au milieu de la lutte, elle mord l'homme qui la tenait et fracasse une bouteille sur la tête du chef de la bande, déclenchant un chaos total. On la pousse violemment. Elle se cogne la tête et s'effondre, inconsciente. C'est précisément à ce moment-là que la police fait irruption, alertée par Dawei et par les rares appels qui ont réussi à passer. L'affaire illégale capote, ou se retrouve confrontée à ses fautes et des portes s'ouvrent pour dévoiler la véritable histoire des parents de Ziqian et de la famille Zhang. L'opération sauve Sanwell, mais laisse une conséquence inattendue. Lorsque Qianyu se réveille à l'hôpital, elle reconnaît sa famille, Taichu, Monsieur Tang, mais pas Shang Junhao. Tous les souvenirs liés à lui, y compris sa vie avec Tang Gao, restent enfouis. C'est comme si l'accident avait découpé uniquement ce morceau-là de son cœur. Junhao, en revanche, se souvient désormais de tout. La vie froide de Seo, la chute en mer, les jours dans la boutique, les nuits dans le trou, l'île des dauphins, la bague coincée et chaque instant partagé avec elle. L'homme qui, au début, ne savait pas remercier un sauvetage se retrouve maintenant face à la femme qu'il aime, et qui le regarde comme un étranger. Voir le vide dans les yeux de Qianyu brise le cœur de Junhao. Taichu, qui connaît toute l'histoire, comprend qu'insister maintenant ne ferait que la perturber davantage. Avec une maturité douloureuse, il promet à Junhao que, si celui-ci prend bien soin de Qianyu, il s'en ira sans s'interposer. Il quitte l'île le cœur serré, devenant ce genre de personnage que tout le monde aime justement parce qu'il sait qu'en lâcher prise. En même temps, la vérité sur la mort des parents de Zhu, la vente forcée des actions et les manœuvres douteuses de certains membres du conseil éclatent au grand jour. Junhao, décidé à rompre avec les injustices du passé, rend des actions, cède du pouvoir et affronte la responsabilité de sa famille. La maison de sa mère se retrouve scellée par des enquêtes et lui, sans argent ni privilège immédiat, expérimente en personne le côté le plus vulnérable de la vie. C'est Qianyu qui, une fois de plus, lui offre un toit et de la nourriture, même si cette fois elle ne ressent plus pour lui ce qu'elle ressentait auparavant. Elle le voit comme un homme qui a besoin d'aide, rien de plus. Il accepte cette distance, mais ne perd pas espoir. Il remercie chaque plat, chaque geste, chaque petite parole, convaincu que, même si sa mémoire est brisée, le cœur de Qianyu garde quelque écho. Loin d'eux, Yuni suit elle aussi son propre chemin. Après s'être effondrée émotionnellement à cause de la perte de Junhao et du scandale public, elle reçoit un soutien thérapeutique, affronte des traumatismes passés et finit par comprendre que s'accrocher à quelqu'un qui ne l'aime plus ne fait que la blesser. Avec l'aide de Ziqian, elle apprend à lâcher prise et à chercher une vie qui lui appartient, sans vivre de vieilles promesses. Avec ou hors jeu et les plans louches stoppés, le projet d'hôtel change de direction. Au lieu de le détruire pour construire un resort anonyme, il décide de profiter de son histoire et de sa connexion avec le dauphin blanc pour en faire une destination touristique spéciale. Taichu, même à distance, aide à le promouvoir comme blogueur et voyageur célèbre, Dadao, offrant au village une publicité qu'il n'aurait jamais pu se payer. Qianyu prend officiellement la direction de l'hôtel aux côtés de Monsieur Tang Shenming. Elle utilise tout ce qu'elle a appris en ville, service client, gestion de crise, réseaux sociaux, événements thématiques. Le petit hôtel qui avait failli être démoli reçoit désormais des réservations venues de partout, avec des peluches de dauphins blancs à la réception et une ambiance chaleureuse qui séduit les visiteurs. Junhao travaille épaule contre épaule avec eux, sans costume de Seo, mais comme un homme qui a décidé de repartir de zéro. La famille de Qianyu le regarde d'abord avec méfiance, mais au fil du temps elle voit que son changement est réel. Ce n'est plus le patron hautain qui était venu abattre la maison de tout le monde, c'est le même Tang Gao qui portait des cartons, peignait des murs et se souciait de savoir si Qianyu mangeait à l'heure. Peu à peu, même si elle ne se souvient pas exactement de chaque scène, elle commence à ressentir cette étrange familiarité qui s'insinue entre deux plats, entre une blague idiote et un silence partagé. Il y a des moments où quelque chose s'accélère dans sa poitrine sans raison logique, comme si un souvenir cherchait à remonter à la surface. Au milieu de la routine de l'hôtel, Junhao décide qu'il est temps d'arrêter de vivre uniquement de remords pour passer à l'action. Il invite Qianyu à un rendez-vous simple au village, une promenade dans le parc, des jeux, des photos sur une balançoire et toutes ces petites choses qu'elle adorait quand il était Tang Gao, même si elle ne le sait pas. Ils achètent des cartes de vœux, écrivent des blagues et des promesses, en scellent certaines avec leurs empreintes digitales, comme pour marquer le début d'une nouvelle étape. Sur l'une de ces cartes, Qianyu note en plaisantant que tout l'argent de Junhao deviendra le sien. Il rit et la signe quand même, heureux de la voir s'amuser. Une autre carte exige un baiser comme paiement, et tous deux finissent par se rapprocher à nouveau, sans le filtre du passé, mais comme deux personnes qui se choisissent dans le présent. Junhao l'emmène aussi dans une forêt qu'ils ont surnommée Enchantée, décor de plusieurs de leurs aventures passées.
Elle ne s'en souvient pas précisément, mais l'endroit la touche. Ce mélange de déjà-vu et de tendresse la fait pleurer sans qu'elle comprenne totalement pourquoi. Là, face à une grande roue, il lui rappelle avec beaucoup de délicatesse qu'elle avait un jour rêvé de monter sur l'une d'elles avec la personne qu'elle aime. Cette fois, il l'invite à réaliser ce vœu avec lui. Tout en haut, Kianyu lui demande si tout ce qu'il fait n'est qu'un rôle de plus, une simple mise en scène. Il lui répond par des actes, il l'embrasse, lui parle avec sincérité et lui dit que, quoi qu'il arrive à sa mémoire, il ne compte pas la lâcher. Elle, qui s'étant battue contre ce qu'elle ressent, commence à céder à l'évidence. Son cœur a toujours répondu à lui, peu importe le nom qu'il porte. Pendant ce temps, la fameuse bague reste un symbole important. Après de nombreuses tentatives, Kianyu, furieuse lors d'un de ses accès de colère, parvient à l'ôter de son doigt et la jette à la mer, comme si elle rompait ainsi tout lien avec le passé. Ce geste fait mal, mais marque aussi un tournant. À partir de là, les décisions ne dépendent plus du destin ni d'un objet, mais de ce que tous deux choisissent de faire de leurs sentiments. Même lorsque les sentiments entre Kianyu et Junao deviennent plus clairs, le monde extérieur ne reste pas inactif. Les médias, les actionnaires, la mère de Junao et le passé avec Uni continuent de faire pression de tous côtés. Les scandales liés à de vieilles photos, les critiques sur la différence de classe et les responsabilités de l'entreprise menacent à nouveau ce qu'ils sont en train de construire. Dans l'un des moments les plus tendus, au cours d'un mariage qui n'a déjà plus le même sens qu'avant, un accident avec une structure de décoration qui s'effondre manque de tourner au drame. Kianyu se jette pour protéger Junao et Uni, encaissant les coups à leur place. Tout le monde finit à l'hôpital et il devient évident pour tous qui a été prêt à tout risquer encore et encore. Uni, en voyant cela, comprend définitivement que s'accrocher à Junao ne ferait que la maintenir prisonnière d'un amour qui n'existe plus. Elle choisit de le laisser partir pour de bon et commence son propre processus de guérison, épaulée par Zikian. La mère de Junao, de son côté, baisse elle aussi la garde. Voir son fils renoncer à des actions, affronter la justice pour les erreurs du passé et choisir de rester dans un petit hôtel de village l'oblige à repenser ce que réussite veut vraiment dire. Peu à peu, les choses se remettent en place. Ou paix pour ses crimes. Les actions de l'entreprise sont réorganisées de manière plus juste. L'hôtel du village est protégé des nouvelles tentatives de démolition et le dauphin blanc devient le symbole officiel du lieu. Des mois plus tard, lorsque les blessures ont cicatrisé et que la vie quotidienne de l'hôtel se déroule entre touristes, rires, musique et pain tout juste sorti du four, arrive le jour du mariage de Shan Junao et Y Kianyu. Il n'y a ni luxe excessif ni salle de verre. Tout se passe près de la mer, dans cet environnement qui les a réunis dès le départ. Junao est nerveux. Juste avant la cérémonie, il se rend compte que la bague qu'il avait préparée est restée dans un autre costume que Dawei a emporté par erreur. Personne n'a d'anneau de secours et le temps presse. Malgré tout, le mariage commence. Kianyu avance vers lui, le cœur apaisé pour la première fois depuis longtemps. Lorsqu'elle arrive à la hauteur de Junao, elle sent quelque chose sous son pied. Elle baisse les yeux et trouve, coincée entre ses sandales, la même bague qu'elle avait jetée à la mer quelque temps auparavant. Cette bague qui a survécu à des chutes, des tempêtes, des accidents, des malentendus et des adieux. Elle la ramasse, l'attend à Junao et tous deux comprennent que, malgré les détours de l'histoire, ils ont toujours fini par se retrouver. Il la lui passe au doigt, cette fois en comprenant pleinement ce que cela signifie. Il n'y a ni promesses creuses ni accords familiaux imposés. Seulement la décision libre de deux personnes qui se sont choisies à travers perte, amnésie et seconde chance. Ils se regardent avec une paix qu'ils n'avaient pas avant et scellent leur histoire d'un baiser, entourés de leur famille, amis, employés de l'hôtel et même de quelques clients qui ressemblent déjà à des membres de la maison. Ainsi, entre le bruit de la mer, l'idée que le dauphin blanc est toujours là au large et la certitude que ce qu'ils ont vécu ne s'efface pas même si la mémoire flanche, se referme le drama. Une histoire où un Soyo froid a dû tout oublier pour apprendre à aimer, et où une fille de village a découvert que son plus grand trésor n'était ni le piano ni l'hôtel, mais l'amour qui est né le jour où elle a décidé de sauver un inconnu qui était en train de couler dans la mer. Fin du drama.